le sujet, il est là. Donc, présentation IA jusqu'à Dub, partage d'écran. C'est parti. Est-ce que ça devrait arriver? Pimamoum. Ouais, démarrer le diaporama. C'est parti. Alors, cette présentation est enregistrée, je crois. C'est ça, hein, Jasmine? Donc, elle sera accessible pour celles et ceux qui voudraient éventuellement la revoir et qui ne pourront pas aller jusqu'au bout. On va parler aujourd'hui d'IA. Comme énormément d'entreprises, on se doit de donner une vision, en tout cas, ou d'intégrer les enjeux de l'IA dans nos pratiques du quotidien. Donc moi, je vais vous donner un peu de la réflexion et de la matière à réflexion autour de ces sujets dans l'univers de USCA, mais je serai aussi très friand et curieux d'avoir aussi votre univers, comment vous l'avez abordé. Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses? Et l'idée, c'est d'essayer dans cet atelier d'échanger sur nos pratiques respectives et de voir comment on peut avancer ensemble, comment on peut l'utiliser au service de nos territoires, de nos destinations en France, mais aussi ailleurs. Petit point ici, c'est un atelier qui a été d'abord proposé à nos clients, utilisateurs de la solution de Hub, puis ouvert aussi à des acteurs extérieurs. C'est pour ça qu'on a plusieurs intervenants qui ne sont pas aujourd'hui utilisateurs de nos solutions, qui l'ont été ou qui sont partenaires. Donc, l'intérêt, c'est de venir vraiment faire partager un maximum de personnes autour de ces enjeux. Alors, en guise d'intro, quand on parle d'IA générative, je me suis permis de reprendre le sujet que m'a gentiment proposé le réseau des offices de tourisme OT73, à qui j'ai fait un atelier sur la thématique. Souvent, on pense à l'IA générative comme un moyen de gagner du temps, comme un moyen qui va nous permettre de consacrer plus de temps à nos clients, qui va pouvoir permettre de personnaliser de l'information et des contenus à une cible, que ce soit dans la rédaction d'une offre, que ce soit dans la réponse aux emails, que ce soit dans la création d'articles, que ce soit dans les fiches API, puisque tous ces domaines-là, en fait, d'application sont généralement chronophages pour les équipes. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté magique de oh là là, mais on va pouvoir l'utiliser à peu près partout et ça va nous révolutionner, nous libérer de plein de tâches. Il y a aussi ce côté, j'entends très souvent, je l'ai entendu, le côté créatif. Cette difficulté face à une page blanche où vous, dans vos équipes, mais plus souvent au niveau des entreprises touristiques de vos territoires, il n'y a pas cette fibre rédactionnelle, il n'y a pas cette facilité de pouvoir rédiger des contenus descriptifs efficaces, il y a des difficultés de se mettre en avant, de se vendre. Parfois, c'est même gênant pour certains entrepreneurs qui sont passionnés par leur métier de dire pourquoi leur activité, elle est si exceptionnelle, elle est si unique. Et bien souvent, c'est votre devoir, vous, en tant que destination, de les mobiliser, de les solliciter pour leur donner cette visibilité, pour leur donner envie de mieux se vendre. Donc, l'IA générative, spontanément, on a envie de se dire que ça pourrait intervenir à peu près à tous ces niveaux-là. Et aujourd'hui, dans cet atelier, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de bouger, quels sont les risques qui sont attenants à cette utilisation, quels sont les points de vigilance qu'il faut avoir. Et puis, on verra dans le programme juste après les possibles collaborations avec l'entreprise USCA pour aborder ces sujets ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vraiment que ça soit très interactif et surtout très personnalisé, excusez-moi, par rapport à vos pratiques. Et avant de commencer par ce que nous, on fait aujourd'hui dans DAHUB, je vous propose de partager pour celles et ceux qui ont déjà utilisé l'IA dans votre quotidien ou qui ont déjà au moins utilisé l'IA une fois, que vous nous donniez quelques cas d'usage. Si certains d'entre vous n'ont jamais utilisé l'IA et pour qui c'est la première fois qu'ils envisagent de le faire, vous avez aussi le droit de prendre la parole pour me dire pourquoi vous n'avez pas encore utilisé. Donc, je vous laisserai lever la main et puis déconnecter rebrancher votre micro et partagez-moi ces informations, s'il vous plaît. Rendez-moi ça animé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé l'IA dans la pièce aujourd'hui? Personne? Ah, Nathalie. Nathalie, c'est parti. C'est à vous. Dites-nous tout. Donc nous, on l'utilise déjà au service communication. Donc ma collègue, par exemple, l'utilise pour rédiger des communiqués de presse en s'en servant comme base. On l'utilise également pour rédiger des newsletters, pareil, en se servant comme base. On utilise principalement ChatGPT.
D'accord. Voilà. On s'en sert aussi également, pour, écrire des descriptifs, de nos acteurs éco quand ceux-ci ne nous donnent pas de contenu, on va dire. Donc, Vous pouvez donner un vraiment, exemple, par exemple, d'un acteur éco avec qui vous l'avez fait? bah, là, récemment, on l'a fait, pour une fiche COS, pour, une personne qui propose, du yoga. Ok, Donc en fait, on avait le descriptif pour les activités, mais on d'accord. n'avait pas forcément le descriptif pour la fiche, commerce et services. Donc du coup, Ok. l'idée, c'était, de se servir, en base et après de Mhm. proposer, à la relecture à l'acteur éco pour savoir, si ça lui convenait. Et après dans Canva, on s'en sert aussi au niveau de l'image. On a déjà, fait des petits essais, pour Ok, voir ce que ça donnait quand il nous manque, des images dans la photothèque, voir ce qui peut être d'accord. proposé en solution, d'attente pour, voilà, pour l'avoir en attendant d'avoir, la photo en vrai. Ok, donc ça veut dire que pour éviter d'avoir une page sans photo, vous allez chercher cette image d'illustration sur Canva pour pouvoir l'alimenter. Sachant qu'on utilise aussi les bases, de banques d'images, mais de temps en temps, on fait des petits tests, pour voir ce que nous propose, justement, l'IA, voir, ce que ça donne. D'ailleurs, ça donne des trucs, très, très drôles. Par exemple, on avait voulu générer une image pour notre patinoire qui venait d'être couverte et D'accord. et l'IA nous propose en fait, des, gens en ski de fond au lieu de patins à glace. Ah, c'est pas mal, effectivement, c'est pas mal. Donc là, peut-être que vous l'avez peut-être pas publié celle-ci, ou alors avec Non, de l'humour. non, voilà. Mais Donc ça elle n'avait permet pas de vraiment. de Ouais. tester des choses, voilà, Ok. quand on est face à la page blanche aussi, ça permet un peu de se décoincer et d'arriver à se lancer. Voilà. Eh ben c'est super comme partage ça. Merci beaucoup Nathalie pour ce témoignage. Ça C'était fait déjà pas mal de c'était domaines Élise d'application. c'était Élise de Champs-Rousse qui parlait, du coup, Nathalie, elle avait simplement levé la main. Ah! Élise de Champs-Rousse. Eh ben, merci Jasmine pour ta vigilance. J'avais le Nathalie main levée. Merci Élise de Champs-Rousse. Alors, heureusement que tu le précises parce que là, j'allais vous appeler Élise, j'allais t'appeler Nathalie tout le long. Bon, après, c'est. Ok, merci beaucoup Élise pour le partage. Est-ce qu'on a d'autres personnes? Bah, Nathalie qui lève la main pour le coup. Allez, c'est parti. Oui, bonjour. Bah, moi, c'était pareil, c'était surtout pour la créa. Je voulais voir un peu, c'était surtout pour savoir comment ça fonctionnait, ce que ça pouvait donner, mais sachant une affiche avait été faite avec l'IA, j'ai essayé de voir un peu si je revenais à la même chose. Pas tout à fait. Il faut savoir prompter, il faut savoir utiliser la chose. D'accord. Donc, vous l'avez testé, mais vous l'avez pas utilisé le fruit de ce travail pour alimenter de manière officielle certains de vos contenus publiés. Non, 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 pas encore. Ok. Très bien. Donc ça, c'est pareil, c'est avec Canva. Vous aviez un autre outil. Vous avez utilisé quoi pour faire ça? Non, c'était avec. Moi, j'avais essayé de faire des modifications déjà avec. Comment ça s'appelle, la suite Adobe. Ah, ok, Euh, avec Adobe, ouais. Yes. Correct. et donc, il faut savoir s'en servir. Ok, ok, ok. Top. Merci, merci Nathalie pour ce partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Ah, Christelle. Oui, bonjour. Alors, nous, au niveau de l'Office du Pays de Manosque, au niveau de l'accueil, on s'en sert pas, ou pas encore. Après, je pense qu'on rejoint ce qui a été un peu dit, notamment par Élise sur Champs-Rousse. Je pense qu'au service communication, on a des collègues qui l'utilisent un peu, et notamment sur du contenu, mais je sais que, par exemple, sur des réponses d'avis clients, quand on ne sait pas trop comment formuler les choses, je pense qu'on commence à utiliser un peu cette aide-là. Mais pour le Ok, moment, à ma connaissance, on n'est pas allé beaucoup plus loin. d'accord. Donc plutôt la réponse aux avis clients sur Google My Business, c'est ça, sur ce Ouais, genre de plateforme? au moins ça, parce que je sais que c'est des choses qu'on traite en parallèle, enfin que je regarde en parallèle avec la personne qui s'occupe de ça. Et
sur certains avis, je pense qu'elle s'en est servie, quoi, comme aide. Ok. Et c'est ChatGPT que vous utilisez pour répondre ou vous avez de Gemini, une autre IA? Je pense que c'est ChatGPT qui l'utilise. Ok. Ok. Top. Donc plutôt réponse aux avis du côté de l'OT de Manosque. Super. Merci Christelle pour le témoignage. Je vois Eva qui a levé la main. Oui, comme Braille Auvergne, donc on a aussi fait des tests pour créer des visuels de personnages, parce qu'on a un guide policier touristique. Et donc, du coup, voilà, on a fait des tests, mais c'était pas très probant, parce que c'était un peu, ouais, alors c'est la qualité, bon, on a abandonné un peu, mais parce que les résultats n'étaient vraiment pas très bien. Ok. Donc vous aussi de l'image, hein, on est d'accord, Oui, comme c'était de Nathalie. l'image, ouais. Ouais. Ok. Super. Et donc c'était pour illustrer des intervenants, c'est ça, sur place Ouais, pour, en fait, on fait une enquête policière dans le guide touristique. C'est assez D'accord. unique. Et donc, du coup, toute une histoire. Donc, il faut des visuels, il faut créer des personnages. Et pour éviter de prendre des vraies personnes, des enfants, par exemple, des ennemis autres, on a essayé d'utiliser ça pour illustrer l'histoire. Ok, très bien. Eh ben super. Alors là, enfin, je m'attendais à plein de choses et puis celui-là, je ne l'attendais pas. Donc merci pour le partage, c'est une découverte. Donc la créativité pour voilà, des activités ou des, euh, des escape games ou ouais, finalement des contenus un peu illustrés, imaginaires dans le cadre de l'activité de l'Office. Super. Merci beaucoup, Eva, pour le partage. Est-ce que je vois qu'il y a Pauline qui a levé la main également? Oui, bonjour, pardon, si j'arrive à désactiver mon micro, ça sera mieux. Pas de souci. Nous, alors, dans le cadre de la communication, on utilise aussi l'IA. Alors, ça va être la première fois cette saison. J'ai tenté un planning éditorial fait en partie avec l'IA pour voir un peu, donc en différentes étapes, hein, pas tout d'un coup, mais voilà, D'accord. principalement au niveau de la communication. Et le planning éditorial en morceaux, vous lui avez donné quoi comme consigne, comme données pour pouvoir être contextualisé à votre destination? Donc c'est Verbier, c'est ça? Alors nous, c'est Thion, sur les Tiens, quatre tiens. vallées. Donc l'opposé de le Verbier. Je vois. Alors, qu'est-ce qu'on avait demandé? Donc je lui avais demandé de définir des piliers éditoriaux pour commencer, D'accord. par exemple. Ok. Pour déjà essayer de... Je lui avais aussi donné un peu le public cible, quelle était notre entreprise, en fait, présenter en quelques mots l'entreprise. Et puis, D'accord. demander de définir, de nous donner des idées de piliers éditoriaux pour les publications sur les réseaux sociaux pour développer notre audience. Donc, c'est déjà Ok. passé par là. Et puis ensuite, je lui ai demandé des idées en fait de publication selon ces piliers éditoriaux-là que j'ai choisis dans ce qu'il nous avait proposé, quoi. D'accord. Ok. Donc ça a alimenté finalement enfin, vos idées relatives à des publications pour animer vos réseaux sociaux tout au long de l'année, quoi. C'était ça Ouais, l'idée. c'est ça. Parce que après, voilà, l'équilibre, ben voilà, on a déjà, on sait que voilà, il faut varier les thèmes, etc. Mais parfois, ça donne un peu des nouvelles idées, etc. Donc ça peut être pas mal. Ça donne Ok. aussi un autre angle d'approche sur certaines publications qu'on peut faire. Très bien. Merci beaucoup, Pauline. Voilà, Donc, merci. merci pour le partage, c'est super. On a encore une nouveauté, c'est chouette de voir que chaque intervention, c'est des nouveaux cas d'usage, donc on voit que c'est très diversifié. Donc, ah bah Julien, c'est parti. À toi, Julien. Moi, j'utilise pas mal pour la veille, notamment ChatGPT pour notamment résumer des articles ou avoir quelques news sur une thématique. Ok. Tu peux Aussi, définir Muse? je sais pas, les dernières, demander à Ah, News, ChatGPT. j'ai compris Muse. Je me suis dit le groupe de musique, du coup, Ah oui, j'avais non, pas le non, mot, mais excuse-moi, non, non, j'ai mal entendu, c'est moi. les dernières nouvelles sur une actualité. Ok, d'accord. Donc, Je l'ai plutôt déjà aussi de utilisé la veille. pour la génération de descriptifs. Après, j'utilise DeepL aussi pour les traductions. D'accord.
Quel type de descriptif, par exemple? Un petit peu comme dans le même principe que l'exemple de tout à l'heure sur une fiche COS, mais là c'était sur un restaurant. Donc, D'accord. Ok. donc dès Donc, comme que Élise à Chamrousse. ouais, c'est ça, un prestat qui remplit pas son descriptif, histoire d'avoir une petite idée, de Ok, se faire une génial. base. Très bien. Et voilà. Super. Eh ben, merci. Tu lui donnes quoi comme tu utilises ChatGPT aussi pour pour la génération de contenu, Ouais, de ouais, texte? ouais, ChatGPT. Ok. Ah, et puis du Et coup, tu lui donnes, DeepL. Ok, super. Est-ce qu'on a fait le tour ou pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent encore intervenir sur ces usages? Je sais qu'on a Sophie d'Emmène ton chien qui, elle, propose un accompagnement pour les entreprises qui souhaitent donner de la visibilité à leur activité à une cible qui voyage avec un animal à quatre pattes. Donc, j'imagine qu'il y a des enjeux de contenu descriptif qui s'adressent justement à cette cible. Est-ce que Sophie, tu as déjà usé de l'IA ou est-ce que, voilà, comment tu te rapproches par rapport, comment tu te positionnes vis-à-vis de ça? Eh ben, bonjour à tous et salut Damien. Écoute, vous m'entendez? Oui, très bien. Top. À vrai dire, on l'utilise depuis tout récemment, depuis 4 semaines. Je suis en phase de test parce que jusque-là, tous nos contenus étaient faits main parce qu'on n'est que sur de l'expérience utilisateur. En fait, aujourd'hui, nous, donc, notre métier, c'est vraiment de prendre ces 18 millions de Français qui ont un chien par la main et de les emmener en vacances. Sauf qu'en fait, c'est ultra rare de savoir où on est les bienvenus avec son animal de compagnie. Donc, je ne peux pas scroller Internet et écrire un article sur, je ne sais pas moi, où aller en Bretagne et identifier des lieux parce que, a priori, c'est rarement listé quelque part. Et si c'est listé, c'est OK chien, ça ne dit pas combien, quelle taille et quelle est l'expérience. Donc, moi, je suis obligée de Il n'y a toujours… pas la qualité de l'info, quoi. Je veux dire, tu Ouais. n'es pas sûr de la réalité du terrain, quoi. La donnée n'est pas Déjà, présente. si j'ai l'info, c'est juste OK chien et j'ai pas le détail et j'ai pas l'expérience utilisateur. Donc, je suis toujours obligée de m'adosser à une vraie expérience de quelqu'un qui est allé sur le terrain. Donc, jusque-là, en fait, ChatGPT, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un voyageur avec chien et il sait pas faire. Donc, tu vois, on n'avait pas mis On les reparlera doigts… juste après. Voilà, on n'avait pas mis les doigts dans la prise en se disant, bon, je vois pas trop ce qu'on va faire avec ChatGPT. Et depuis 4 semaines, je teste des choses, je lui écris des prompts, je lui donne aussi le ton très informel du site parce que c'est vraiment comme ça qu'on s'est positionné. C'est très informel, c'est toujours Musher et Sophie, les deux héros du site, qui emmènent les autres en vacances et qui montrent ce qu'il y a à faire sur une destination. Donc, tu vois, de lui dire, je veux que tu écrives au jeu avec des anecdotes de Musher et Sophie et je veux que tu écrives l'expérience de quelqu'un qui a vraiment été avec son petit chien ou ses 3 gros chiens sur le terrain. Force est de constater que soit je ne sais pas faire en termes de prompt, soit pour l'instant, ChatGPT, c'est plutôt hyper déceptif. Donc, on a pensé à tester, tu vois, Damien. Et deuxième cas de figure, moi, je le teste pour… je trouve que c'est pas mal, c'est que ça me permet de faire une discussion. Un peu comme… il y a quelqu'un qui a pris la parole tout à l'heure en disant quand on a la feuille blanche, on ne sait pas par où commencer. Donc, souvent, je lui pose une question, il me donne une tendance et je me dis bon, d'accord, c'est pas du tout ce que j'aurais écrit. Parfait, moi, je voudrais plutôt écrire ça. Et plutôt que d'appeler une collègue ou tu vois, d'avoir une réunion édito avec l'équipe, ça permet de gagner du temps. Mais pour l'instant, force est de constater que j'écris toujours le contraire de ce qu'il me propose. Ok. Bon, chouette témoignage. Merci Sophie pour le partage. Donc ça donne effectivement encore du relief à des tests qui ont pu avoir lieu, puis aux limites. Écoutez, il est 27. C'est vrai que je pense que c'est ce qu'il y a de plus riche dans ce type d'atelier, c'est de pouvoir échanger entre nous. Et c'est pour ça que je vous ai laissé tout ce temps de parole et je suis super content que vous ayez joué le jeu. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion à nouveau de réintervenir si vous n'avez pas pu le faire en intro. Donc le plan aujourd'hui, et je vois qu'il ne reste plus qu'une demi-heure, alors peut-être qu'on se reverra pour celles et ceux qui sont motivés puis qui n'ont que jusqu'à 11h avec moi. C'est déjà de vous parler de l'état de l'art de l'IA en 2024, son principe de fonctionnement, les usages qu'on peut avoir dans le tourisme, dans l'accueil. Pour ceux qui n'ont pas vu les news, il y a ChatGPT 4o qui a vraiment fait du bruit par sa nouvelle façon d'interagir avec l'extérieur. Donc, on pourrait croire que soudainement, c'est très waouh. Et on pourrait se dire, ouais, mais du coup, je ne vais plus rien maîtriser, ça va tout se faire tout seul.
Donc l'idée, c'est par cette illustration de comprendre en fait la réalité, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui marche pas. On a déjà entendu des personnes dire j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc je vais vous montrer par des exemples les clés de réussite puis des échecs aussi qui ont eu lieu récents par des grands groupes comme Air Canada ou encore des observations faites par des sociétés qui font de l'IA depuis longtemps. Et puis j'entends aussi beaucoup parler des enjeux de la donnée. Qu'est-ce qui est fait de la donnée dans les IA? Comment l'IA apprend? C'est quoi sa base de connaissances? On parle d'IA gratuite. Celles et ceux qui utilisent, je pense, qui m'ont dit avoir utilisé des IA, je serais curieux de savoir ceux qui ont payé pour leur IA et ceux qui ont utilisé gratuitement l'IA. On verra qu'il y a des enjeux aussi de propriété de données. Rien n'est gratuit dans ce bas monde et vous verrez que ça a un impact. C'est aussi une sensibilisation que je veux faire aujourd'hui. Et puis enfin, deuxième partie, mise en pratique au niveau des offices du tourisme. On va vous montrer ce que nous, on propose, ce qu'on a développé, ce qu'on est en train de réfléchir qui est en R&D pour vous faire gagner du temps sur à la fois la rédaction de contenu descriptif thématique. On voit qu'il y en a qui le font déjà. Donc, on va vous montrer comment nous, on l'a imaginé chez nous et de voir si on peut vous faire gagner du temps, si on a une approche différente. Et aussi de vous parler de la qualification de l'information, parce que c'est aussi ça le secret, c'est pour générer des contenus pertinents, il faut avoir une donnée de base qualitative. Et puis, il y aura un sujet d'ouverture sur la communication des pros, comment on peut aider ces pros à mieux communiquer grâce à l'IA. Donc, vous voyez, c'est assez fourni. Je n'ai pas l'espoir d'aller forcément jusqu'au bout, mais je vais essayer d'aborder tous ces sujets. Et sachez qu'à la fin, je vous proposerai pour 10 d'entre vous, présents ou ceux qui regarderont en replay, de nous rejoindre sur une phase de bêta-test. Donc, je vous donnerai tout ça, les détails sur la fin de la présentation. Bon, tout le monde nous connaît à peu près, je pense, aujourd'hui. USCA, c'est une société qui a été créée en 2017. On intervient sur tous les enjeux de données liés au tourisme. D'abord, en aidant les offices du tourisme sur la qualification de l'information et le gain de temps sur la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs professionnels. Et depuis 2023, on accompagne aussi directement les entreprises touristiques sur leurs enjeux de visibilité et de communication. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut aborder à la fois les enjeux côté socio-pro et côté office de tourisme. Je le dirai juste après, je ne suis pas un expert de l'IA. Par contre, je suis un entrepreneur qui navigue, comme vous tous, avec des grosses avancées de l'IA chaque semaine. Donc, pour préparer cet atelier, je me suis référé à Daniel Doppler, qui a une société QuickText qui fait de l'IA depuis maintenant plus de 8 ans, et notamment dans les chatbots pour les hôteliers, plutôt les hôtels haut de gamme, et qui a du coup un regard très expert sur les enjeux de l'IA et notamment d'IA générative. Alex Chi, qui est un expert en IA au Canada, ils ont d'énormes avancées aujourd'hui, ils sont très avancés sur la partie IA et notamment sur les enjeux de validation de données. Il faut savoir que toutes les IA, si aujourd'hui elles répondent correctement, c'est parce qu'il y a des petits Indiens et des petits Africains, et je ne dis pas ça péjorativement, mais il y a un vrai enjeu de sensibilisation qui consiste à comprendre que derrière les IA intelligentes, il y a des personnes humaines qui valident des contenus pour faire apprendre les bonnes informations aux IA. Donc, il y a de forts enjeux autour de ça. Et Alexis en est un humble représentant. Donc, j'ai aussi préparé tout ça avec lui. Et puis Vincent, qui est assez connu dans le secteur institutionnel français, d'Idées Réseau, qui propose aujourd'hui des programmes de formation et d'accompagnement aux offices du tourisme sur les pratiques et les mises en pratique d'IA dans leur quotidien. Donc, ils m'ont aidé en partie à travailler là-dessus. Côté DAHUB, en interne, on a Olivier Vimon qui a une expertise, enfin tout du moins qui a une spécialité sur les systèmes complexes et intelligents. Il a été formé, il est ingénieur à l'INP Grenoble, donc ça fait partie de ses compétences et aujourd'hui il est souvent sollicité en interne pour travailler sur les enjeux d'IA. Et pour ma part, moi je suis ingénieur en système d'information, formé à l'Université de Singapour et j'ai aussi à l'époque fait des travaux sur de l'intelligence qu'on va dire étroite, et je le définirai juste après sur comment ça fonctionne. Et on est en train de préparer une collaboration avec l'Institut d'intelligence et de données à l'Université de Québec, enfin l'Université de Laval située à Québec, pour bénéficier aussi de la vision nord-américaine et leurs compétences autour des sujets d'IA. Donc c'est tout ça qu'on met un peu en musique aujourd'hui dans le cadre de cet atelier, mais c'est surtout ce qu'on va mettre en musique dans le cadre de la phase de bêta-testeur avec les acteurs qui seront participants du projet avec nous. Ce qu'il faut comprendre, juste à l'introduction, c'est que l'IA, on en entend beaucoup parler, c'était comme la blockchain il y a quelques années. En fait, c'est qu'une face émergée de l'iceberg parce que l'IA, c'est un domaine qui a des multiples applications et ce, depuis plus de 40 ans. L'Université de Laval, que je viens de citer, fait de l'IA depuis plus de 30 ans. Et en fait, on ne voit que, et on ne parle beaucoup aujourd'hui que de l'IA générative, mais en réalité, il y a plein de domaines
que ce soit le machine learning, que ce soit la vision par ordinateur, que ce soit l'IA générative qui composent l'IA. Donc, c'est vraiment une grosse bébête dont l'IA générative nous a simplifié l'accès. Et en fait, il faut pouvoir le prendre selon ces plusieurs facettes et voir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile en fonction de nos besoins. Et on verra qu'il y a des grosses différences en fonction des problématiques qui ont été évoquées en introduction de cet atelier. Bref, ici, dans les usages que j'ai pu entendre, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de... Enfin, bon, vis-à-vis du contexte qu'on a évoqué, l'IA générative, ça a été utilisé pour la créativité, donc créer de l'imaginaire, créer des choses qui n'existaient pas, des images, par exemple, finalement, de personnages d'une enquête policière, de descriptifs commerciaux qui n'ont pas été renseignés par une prof de yoga. C'est utilisé aussi pour parfois s'aider à structurer, je ne l'ai pas mis sur cette slide, mais un plan de communication, avoir des idées de publication, faire des communiqués de presse, produire de l'image, répondre aux avis clients. Donc, il y a vraiment plein d'usages qui sont possibles. Je pense que je vais aller assez vite. Est-ce que qui n'a pas entendu parler de ChatGPT 4o et notamment de sa capacité à consommer du son et de l'image en temps réel et d'être interrompu? Est-ce qu'il y a des gens ici qui pourraient lever la main si vous n'avez absolument pas découvert cette information? Et ok, 2, 3, 4. Bon, ça vaut quand même le coup. Ouais, ok. Donc, ça date du 13 mai. Alors, autant c'était frais quand je faisais ce pitch une semaine après, autant je me disais peut-être qu'en juin, ça avait déjà fait le tour du monde. Donc, bref sujet, parce que c'est juste pour se mettre au niveau de ce qu'on fait en 2024 et ce qu'on observe. C'est vrai qu'OpenAI fait beaucoup de communication et est très avancé. Il y a plein d'autres acteurs, mais on va citer celui-ci. C'est le plus utilisé d'ailleurs parmi vous. La vraie nouveauté, là, c'est plutôt sur la manière d'interagir avec de l'IA. Aujourd'hui, il faut faire des prompts écrits, on peut traiter du son ou traiter de l'image, puis on peut mettre les tout bout à bout, mais c'est à chaque fois asynchrone et c'est pas temps réel. Ce qui est la révolution du jour, c'est que c'est 2 fois plus rapide et que ça peut permettre de traiter ces différents éléments simultanément, et ce qui crée dans le contexte du tourisme des nouveaux usages assez incroyables. J'en ai sélectionné un seul qui est peut-être le plus parlant, qui traite le sujet du handicap et de l'accompagnement d'un visiteur sur le territoire. Je vous laisse découvrir la vidéo. C'est une IA connectée à des lunettes qui peuvent voir en temps réel ce que la personne non-voyante ne voit pas. Est-ce que si je clique dessus, ça va la lancer? Je lance comme ça. Vous entendez? Yes, it looks like the king is in residence right now. The Royal Standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading away on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Safe travels. Ok, donc là, on a saisi, ça voit en temps réel, ça répond à la question. C'est capable d'aller piocher de l'information sur pourquoi dans le Buckingham Palace, quand il y a un drapeau levé, qu'est-ce que ça signifie. Ça donne des informations liées au lieu, sur des espaces naturels, sur des espaces culturels, naturels avec les canards qui plongent dans l'eau. Ça peut assister un voyageur en détectant un taxi et en lui indiquant quand est-ce qu'il doit l'arrêter. Bref, quand on voit ça, on pourrait se dire, mais le potentiel, il est énorme. Et en fait, elle va être capable de répondre à tout précisément. Et en fait, il y a un peu une sorte de perte de contrôle. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait quand je l'ai vu. Je me suis dit, mais en fait, les usages sont tellement illimités. On n'a tellement pas la certitude de savoir où il pioche l'information. Est-ce qu'il a juste, est-ce qu'il a faux? En tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Donc forcément, on peut être tenté de se dire, ben, comment on peut se projeter demain si on est un office de tourisme ou si on est une entreprise du territoire sur ce que va dire l'IA
quel que soit le contexte, quel que soit l'usage, sur mon activité. Est-ce qu'il va être précis? Est-ce qu'il ne va pas l'être? Quels sont les risques qu'on va appeler d'hallucination? Et c'est ça, en fait, que je veux vous symboliser. Certains d'entre vous l'ont vécu dans l'utilisation de prompts, plus ou moins bien contextualisés. On verra qu'il y a des effets de bord non négligeables et que quand on fait appel à l'IA, effectivement, il faut avoir cette sensibilité-là. Et il faut du coup construire ces usages en tenant compte de ces limitations actuelles que peut avoir l'IA. Donc, c'est un peu la suite de cette présentation. Is the king in Voilà, hop là. Si vous avez des questions, vous avez le droit de lever la main et pour m'interrompre, si vous voulez compléter, vous pouvez tout à fait. Donc, pour traiter ces sujets-là, comment est-ce qu'il peut y avoir des limites, en fait le replay, oui, j'enverrai bien. Je vais envoyer, bien sûr, la présentation, il n'y a aucun souci aux participants. Pour vous montrer les limites de ce qui se passe, en fait, dans ces usages-là, on pourrait croire que ça pourrait marcher instantanément. En fait, on a des acteurs qui font ça depuis des années, qui nous disent déjà que ces IA-là, elles ne peuvent pas, elles sont vouées à l'échec dès lors qu'il faut rentrer dans le détail. Parce que rentrer dans le détail, ça veut dire connaître précisément l'hôtel, connaître précisément le bâtiment, connaître précisément l'histoire. Et le problème, c'est que ces intelligences artificielles, quand elles sont utilisées spontanément, comme on l'a vu là, ou comme vous, quand vous l'utilisez sur un prompt généraliste, comme Sophie disait, bah tiens, décris-moi ce lieu, comme si pour une personne qui viendrait avec son chien. En fait, pourquoi il ne va pas savoir faire? Parce qu'en fait, il a tellement de données, on lui a tellement bourré le crâne, si je puis me permettre, avec des contenus divers et variés pour l'enrichir, qu'en fait, il a un biais de surabondance d'informations et il va répondre de manière générique. Il sait à peu près ce qu'il y a dans un hôtel. Il sait que dans un hôtel, il y a forcément des chambres, qu'il y a forcément des lits, qu'il y a forcément un accueil, bien souvent. Et du coup, il va se positionner en déclarant ces choses de manière générique. Mais dès lors qu'on va vouloir savoir à quelle heure est le check-in, si on veut savoir est-ce qu'il y a du Wi-Fi au bord de la piscine, quelle est la température de l'eau de la piscine, est-ce que je peux rentrer dans mon véhicule avec mon véhicule 4x4 qui a un coffre de toit dans le parking souterrain, est-ce que je peux brancher mon véhicule électrique? Toutes ces questions précises, en fait, c'est très difficile pour l'IA de connaître spécifiquement pour un lieu donné la qualité des équipements et des services qui lui sont proposés. Pourquoi? Je vais vous donner, on pourrait se dire, oui, mais Damien, t'es gentil, il consomme toute la donnée du web, il pourrait bien le savoir. Eh bien, pas forcément. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les données d'apprentissage qui sont utilisées par ces IA sont basées sur ce qui est trouvable en ligne publiquement. Et aujourd'hui, si on imagine que l'IA va scraper, c'est vraiment des exemples, mais c'est pour illustrer le propos. Il va scruter le web, il va aller sur le site de l'hôtelier. Sur le site de l'hôtelier, le niveau de détail et d'information, on va dire qu'il peut y avoir 300 éléments au maximum descriptifs précis d'équipements dans le site de l'hôtel. Aujourd'hui, on ne fait pas des sites d'hôtel, si vous voyez sur un site d'hôtelier. On ne va pas rentrer dans le détail de tous les équipements très précis. N'importe quel consommateur lambda va être fatigué de savoir qu'il y a un fer à repasser ou qu'il y a une porte de telle hauteur pour passer avec sa chaise roulante. On ne le met plus, ça. On est sur de la découverte, on fait rêver les gens. Donc, il y a très peu d'informations. Par contre, si on regarde l'IA qui a été créée depuis plus de 7 ans de Daniel Doppler avec QuickText, eux, avec leur IA, entraînée localement, qui ne prend pas des jeux de données énormes, ils rendent jusqu'à 3000 points d'information spécifiques pour un seul hôtel. Et il n'y a que comme ça, qu'avec ce contexte précis, structuré de données, donc la base de connaissances, qu'ils arrivent à répondre précisément à une demande d'un consommateur pour un lieu spécifique et une information très qualitative et très spécifique et pour lequel on ne veut pas d'approximation. On ne veut pas dire que le check-in est en général à 11 heures. Non, on veut savoir à quelle heure il est, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, ce que je veux expliciter par là et par cet exemple qui est partagé par cet expert de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, dès lors qu'on veut rentrer dans le détail, ces IA aujourd'hui, elles ne sont pas pertinentes. Elles sont capables de créer des choses sympathiques, un peu globales, génériques, mais elles vont être incapables de rentrer dans le détail par manque de contexte spécifique. Donc là, forcément, pour Happy Day qui est présent aujourd'hui, pour vous qui remplissez des systèmes d'information touristique, ça doit vous faire gamberger et de vous dire « Ah ouais, peut-être que ce que je stocke dans mon système d'information, ça va être utile à un moment donné, parce que c'est précis, parce que c'est qualifié, et parce que c'est le seul moyen de permettre à l'IA d'être experte sur un sujet précis, parce que sans ça, aujourd'hui, elle est trop générique. » Est-ce que vous êtes toujours avec moi quand je dis tout ça? Le côté l'IA, c'est bien, mais la base de connaissances associée va vraiment déterminer la qualité de l'interaction et la précision. Yes? Voilà, super.
Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, ça va être enregistré, peut-être qu'on va le revoir dans 6 mois et puis on va tous rigoler de ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Donc, c'est vrai aujourd'hui, ce sera peut-être plus vrai demain. C'est juste une vision que je vous propose aujourd'hui et c'est la réflexion sur laquelle moi, je construis la stratégie d'entreprise avec nos équipes autour de l'IA dans l'univers USCA. Donc, quand on fait ce genre de choses et qu'on n'y pense pas à ces limitations, ben, l'impact, il est immédiat. Air Canada, en début d'année, février 2024, a dû honorer une politique de remboursement qui a été inventée par son chatbot basé sur ChatGPT. Ils ont fait un chatbot pour répondre aux questions des consommateurs. Et puis, il y a l'article, hein, vous pourrez cliquer sur le lien quand je vous enverrai la présentation. Quelqu'un qui a demandé à être remboursé, à connaître les règles de remboursement de billets d'avion lorsqu'il y a un décès dans une famille. La problématique, c'est qu'ici, le décès avait déjà eu lieu avant qu'il réserve son billet d'avion. Et en fait, il a demandé s'il pouvait réserver un billet d'avion et se le faire rembourser parce qu'il utilisait le vol pour se rendre sur le lieu où avait lieu la sépulture. Et en fait, l'IA a interprété qu'effectivement, il y avait bien un plan de remboursement pour, en cas de décès. C'est-à-dire que vous avez pris votre billet et vous avez un décès d'un proche de votre famille, ben, vous pouvez être remboursé de billet d'avion. Et a reconstruit en fait la réalité. Il a fait une approximation sur la politique de remboursement. Et en fait, la conséquence de ça, et pour vous montrer à quel point l'impact est important quand on commence à utiliser, c'est pour ça que je vous dis il faut être vigilant, c'est qu'ils ont dû, devant la Cour, devant la justice, honorer cette politique parce qu'ils ont considéré que le discours de cette IA valait la même chose qu'une réponse qui aurait pu être faite par le support client d'Air Canada et que le consommateur ne pouvait pas faire la différence entre une information qui était disponible sur le site Internet d'une information qui était divulguée par un chatbot ou divulguée par un personnel de la structure Air Canada. Depuis cet événement, Air Canada a retiré son chatbot et aujourd'hui ne propose plus ce type de prestations et d'accompagnement client sur son site Internet. Donc, vous voyez, hein, je dis ça parce que c'est vrai qu'on peut partir sur plein d'idées, plein de concepts. Vous le faites, vous, aujourd'hui. Il y en a qui l'utilisent déjà pour créer un planning édito, rédiger quelques contenus. Mais c'est encore très subtil et je crois, et je vais vérifier, tiens, je vais profiter de cet instant précis pour demander à Élise est-ce qu'elle a fait valider son descriptif commercial à cette personne qui fait du yoga? Est-ce qu'elle l'a fait valider aux professionnels avant de la publier? Parce que là, on voit ici que si on ne contrôle pas ce que génère l'IA, dans certains cas, ça peut porter préjudice à l'entreprise. Est-ce que vous, à l'Office Juriste, vous avez pris ce risque de publier ce descriptif sans solliciter l'accord du pro? Alors, on l'a publié et en parallèle, on a demandé l'accord. C'est-à-dire que c'est du web, c'est facilement modifiable. Les délais sont restreints, on n'est pas sûr du print, donc on l'a fait en parallèle, on va dire. Ok, très bien. Bon, et elle a répondu? Oui. Elle a dit oui? Oui. Elle était contente du descriptif? Là, nous a fait 2-3 petites modifications, mais dans l'ensemble, ça lui convenait. Ok, top. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle alors. Ça veut dire que ça a marché, ça l'a aidé c'est-à-dire qu'au final, vous n'avez pas donné de descriptif pour son commerce et service. Vous avez fait le job de votre côté, vous l'avez publié, vous lui avez dit, elle vous a dit OK et elle a fait quelques petites modifs. C'est-à-dire qu'elle a quand même eu un regard critique sur est-ce que c'était vraiment vrai ou pas. Et le résultat à la fin, c'est que vous avez un descriptif aujourd'hui pour ce commerce et service et vous êtes sûr que la personne qui est représentée est en accord avec ça. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que l'humain a toujours une plus-value et c'est vraiment de s'en servir de base à chaque fois. Et nous, en tant qu'humains, on a des choses à amener aussi. Ça ne va pas nous remplacer. Ouais, Comme on est le complètement livre n'est d'accord. pas mort. Oui, il y a quelques combats comme ça qu'il faut que l'on rappelle dans ce type d'atelier. Ok, bah super. Donc ça veut dire, on est vraiment là dans le dire, ok, j'accepte d'avoir l'IA, mais j'ai un garde-fou, je regarde, ou on va le voir, je m'assure du contexte de la base de connaissances pour faire en sorte que mon IA ne se trompe pas. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai posé la question et j'ai fait exactement comme vous. J'ai demandé à ma belle-sœur, tient un refuge qui est l'étain des Raies, refuge magnifique situé dans la vallée d'Abondance pour ceux qui aimeraient s'y rendre. Je lui ai demandé de décrire ce refuge en altitude. Et ça illustre un peu tout ce qu'on vient de se dire. C'est que si on le lance comme ça, il va être très bon pour un truc générique quand il va dire le refuge d'étain des Raies est un refuge en montagne situé dans la commune d'Abondance, dans le département de la Haute-Savoie, c'est l'Encadré-Vert, hein, en France, niché dans la vallée d'Abondance. Niché, tiens, ça pourrait marcher pour emmèner ton chien qui aime bien les jeux de mots canins. Vivre une expérience authentique et conviviale pour les amoureux de la nature et les randonneurs. Ça, c'est OK parce qu'elle n'est pas engagée. On n'a pas rentré dans le détail. Mais regardez quand ça commence à se complexifier. Là, on va venir s'engager sur l'accès, emplacement et accès.
Et je vais juste lire les encadrés. Altitude, 1800 mètres environ. C'est faux, c'est 1500 mètres. 300 mètres d'écart en montagne, c'est pas un détail. Difficulté, les accès varient les difficultés, rendant l'accessible à une large gamme de randonneurs, de débutants en plus expérimentés. En réalité, c'est accessible aux randonneurs débutants, accompagnés d'enfants. Moi, j'y suis monté avec mon enfant de 2 ans. Il a marché une bonne partie du chemin. Donc, vous voyez encore, là, il est à côté de la plaque. Et dans les équipements et les services que vous décrivez dans HappyDay, dans Tourinsoft, dans vos logiciels de gestion de contenu, là, lui, l'IA, il ne se mouille pas. Il n'y a pas longtemps, il se mouillait, maintenant, il ne se mouille pas. Il va dire, c'est souvent équipé de lits superposés. Puis, il y a souvent des toilettes sèches. Il y a même des douches solaires. Alors, il n'y a pas de lit. Enfin, là, il y a des lits superposés. C'est à peu près vrai. C'est encadré jaune. Il n'y a pas de toilettes sèches. Il y a des toilettes avec de l'eau et avec une chasse. Et il n'y a pas de douche solaire. Il y a des douches tout à fait normales équipées avec un chauffage à gaz. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, là, la base de connaissances de l'IA, elle est incapable de rentrer dans le détail. Et ça pose un gros problème parce que là, on voit qu'on ne fait pas du tout le job. Là, on est en train de. Là, c'est miné d'erreurs et le risque d'induire en erreur ces voyageurs est énorme. Donc, c'est vrai que spontanément, l'utiliser comme ça ne paraît pas être une bonne idée et la dose d'hallucination, elle est quand même assez importante sur ce genre de sujet. Je fais l'exemple avec une variante. Je lui ai demandé, peux-tu me rédiger un descriptif commercial, le refuge d'intérêt situé à Abondance, à destination d'une clientèle accompagnée d'un chien. Bon, voilà, on voit que l'introduction est pas mal. Hein, Sophie, découvre. Enfin, alors, j'ai Sophie qui va se porter juge, mais découvrez le refuge d'intérêt à Abondance, un havre de paix pour vous et votre chien. Et puis là, pareil, niché dans un cadre naturel, il a même fait la blague. Notre refuge offre une expérience unique à tous les amoureux de la nature et leurs compagnons à 4 pattes. L'intro est bonne, ça fait l'effort de s'adresser à cette cible. Par contre, je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, pouce levé si tu es d'accord, si c'est pas trop mal. Peut faire mieux, j'imagine, pour une intro. Pouce vers le bas si tu as un avis négatif sur cette intro. Par contre, quand on rentre dans les descriptifs précis, on voit qu'il se positionne sur le fait qu'il y a des paniers, qu'il y a des gamelles, qu'il y a des petites attentions pour son compagnon. C'est absolument pas vérifié. C'est une intuition. Il l'a proposé. Et si on le laisse faire, qu'on va même un peu plus loin, ma chère Louison, ma chère belle-sœur, elle va même se mettre à faire du toilettage pour chien, sur demande. et le père, voilà. C'est ce que j'allais te dire, Damien. C'est-à-dire que là, il a écrit des trucs et ça vend du rêve. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est dingue? Là, on n'en sait rien. C'est faux. Je te le dis, c'est faux. Oui. Et on verra tout à l'heure, c'est complètement faux. Et donc, c'est tout l'importance, effectivement, d'aller qualifier l'information. On ne peut pas se substituer à aller chercher l'information précise et qualitative de ce que l'on souhaite ensuite pouvoir proposer à sa clientèle, à sa cible. C'est là où je veux en venir. C'est pour ça que j'illustrais ça. Donc, en fait, l'intelligence, elle est là, elle est hyper intéressante, mais sans la maîtrise de la base de connaissances qu'elle utilise pour pouvoir proposer des résultats, elle est trop soumise à des incertitudes, elle est trop soumise à ces hallucinations. Et pour vous qui êtes quand même là pour être des garants de l'information juste, pour ta plateforme, Sophie, des consommateurs qui veulent vivre une belle expérience avec leur chien en contexte de voyage, ou pour vous, les destinations qui sont présents et qui veulent accueillir au mieux vos voyageurs, vous ne pouvez pas accepter de faire ce travail-là sans maîtriser la base de connaissances. Donc, j'en viens à la mise en pratique pour les offices du tourisme et il est 10h51. Il me reste 10 minutes pour parler de la mise en pratique. Ce qui fait que ce que je vais vous proposer, c'est que ça va être une introduction. Et puis, pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, vous verrez qu'il y a la possibilité de nous rejoindre sur le projet Bêta Tester ou en tout cas de nous poser des questions pour celles et ceux qui aimeraient juste un peu compléter cette discussion. Les usages sont multiples, je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas l'intérêt. Pour ceux qui auraient oublié, je repositionne je nous repositionne par exemple dans le contexte d'HappyDay qui est présent ici, mais on pourrait remplacer le logo HappyDay par Tourinsoft. Dans la mise en application de l'IA vue par le regard de DAHUB, qui est la plateforme qui est destinée aux offices de tourisme, nous, on se connecte aux données d'HappyDay ou Tourinsoft de votre cité et on les utilise aujourd'hui pour automatiser des envois de formulaires, faire de la mise à jour, faire des adhésions, faire de la suggestion de contenu. En gros, améliorer la qualité de l'information dans votre système d'information en s'appuyant sur les professionnels qui composent votre territoire. Et du coup, nous, on a placé l'IA dans cet écosystème-là et c'est comme ça qu'on le rend pertinent face à vos usages d'aujourd'hui. Donc ça, c'était pour rappeler comment on fonctionnait.
Aujourd'hui, l'IA, elle peut être utilisée pour faire des suggestions de contenu, des suggestions de descriptifs, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Nous, on en fait déjà depuis plusieurs années, non pas avec de l'IA, mais avec des contenus déjà trouvés en ligne. Donc ça apparaît ici, par exemple, en suggérant un lien Facebook vers la page Facebook, un lien vers la page Instagram, la récupération de photos qui n'ont pas été créées par l'IA, mais qui ont été déjà publiées sur les réseaux sociaux. Et le nouveau domaine d'application que je voulais vous évoquer aujourd'hui, et qui, j'espère que vous m'avez suivi, est indispensable pour faire correctement son travail de génération de descriptifs commercial ou thématique, ou en tout cas avoir plein de projets liés à la génération de contenu, à l'utilisation de l'IA générative, c'est d'avoir des contenus descriptifs, des contenus qui décrit l'offre avec des attributs spécifiques de la meilleure qualité possible. Je m'explique. C'est-à-dire qu'un des domaines d'application qu'on étudie aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de l'IA dite étroite, c'est-à-dire une IA qui est entraînée, qui n'est pas ChatGPT, qui n'est pas des IA qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, c'est des IA qui sont développées sur des modèles qui sont aujourd'hui en open source et qui sont testés en interne dans notre entreprise, qui a pour seul objectif de suggérer des contenus du référentiel Tourinsoft ou des contenus du référentiel Apidae pertinents pour le pro, qui va lui permettre et qui va vous permettre ensuite d'être sûr que votre base de connaissances précise sur votre pro est la plus qualitative possible au moment où vous voulez l'utiliser par la suite pour générer des contenus thématiques. C'est-à-dire que notre paradigme ici, c'est de dire vous ne pouvez pas partir sur des projets d'IA générative si les données descriptives, les données qui décrivent votre pro avec des attributs précis, et je vous donnerai un exemple juste après, ne sont pas certains et ne sont pas mis à jour avec le soutien du pro et avec son accord. C'est ça le sujet de fond. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que pour que les pros ils se positionnent et qu'ils soient les mieux décrits possibles, ça nécessite soit de l'énergie de votre part pour leur dire « Hey, mais tu as pensé à dire ça sur ton business? Tu as pensé à ajouter ce critère? Tiens, j'ai vu ta fiche, là, il manquerait cette info. » Donc, il y a ce travail un peu de votre côté que vous faites tous plus ou moins en fonction de votre capacité auprès des pros. Et nous, un des premiers terrains d'expérimentation, c'est comment on pourrait, grâce à de l'IA étroite, être en capacité de suggérer des attributs spécifiques à des professionnels en fonction de leur situation, en fonction de leur localisation, en fonction de leur spécificité. Et pour vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple et après je vais vous poser la question si vous m'avez compris et si vous m'avez suivi. On s'est amusé, il y a 2 ans de ça, on le faisait déjà il y a 2 ans, puis on veut continuer dans cet axe-là. On a donné tous les hébergements qui sont situés, qui sont présents auprès de nos clients, donc toutes les données de nos clients. Et pour une partie de nos clients, il y a des hébergeurs qui sont proches de la Via Rona. La Via Rona, j'ai illustré à gauche, cette voie vélo qui part de la Suisse, ici présente, jusqu'à Sainte-Marie-de-la-Mer, et qui, du coup, va attirer une clientèle en itinérance. Certains hébergeurs qui sont assez à l'aise au marketing de leur offre ont eu le réflexe d'aller piocher, chercher au fin fond du référentiel Tourinsoft, au fin fond du référentiel Apidae. Vous savez, cette petite case qui dit qu'il y a un local spécifique sécurisé pour les vélos. Il y a un petit déjeuner pour les sportifs qui va permettre de tenir toute la journée sur son vélo. Il y a peut-être un système de gonflage de vélo. Il y a un point de lavage pour votre vélo. Vous savez, c'est ces choses qui sont cachées au fin fond de votre base de données hyper complète, indispensable, on l'a dit tout à l'heure, pour bien répondre avec une IA générative, mais très difficile à renseigner pour le pro parce que perdu au fin fond de tous les autres critères. Eh bien, on a entraîné l'IA, et l'IA, en fait, elle a appris spontanément que s'il y avait un hébergeur qui se situait à peu près dans cette zone géographique, eh bien, ce serait peut-être judicieux de lui proposer de parler de ces équipements adaptés au vélo. Et c'est comme ça qu'on a réussi à concevoir les prémices d'une IA étroite qui va, si on lui donne une latitude, une longitude, une catégorie d'objets, donc hébergement, proposer spontanément dans nos interfaces, dans les formulaires, l'ajout de l'attribut. Est-ce que vous disposez d'un espace sécurisé pour les vélos? Est-ce que vous avez une station de gonflage pour les vélos? Il va le faire parce qu'en fait, si on lui donne en entrée, excusez-moi, je me suis un peu perdu, un hébergeur qui est proche de la Via Rona, par apprentissage des autres acteurs qui sont aux alentours, qui ont fait cette description, il va se dire peut-être que cet hébergeur-là, lui aussi, a cet équipement adapté et pourrait se mettre en valeur sur cet axe de communication. Donc, ici, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin sur la manière dont vous permettez à vos pros de mettre à jour de l'information dans votre SIT, en lui sélectionnant
en amont, grâce à une IA étroite, certains éléments de référentiel plutôt que d'autres, basés sur l'apprentissage qu'on a fait des autres acteurs de votre territoire. D'une certaine manière, c'est s'appuyer sur les personnes qui sont plutôt bonnes pour se décrire et aider celles qui le sont un peu moins. Est-ce que vous êtes encore avec moi sur ce sujet d'IA étroite? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui sont perdus et qui n'ont pas compris et qui aimeraient me poser une question? Non? Ça va? Waouh! Ok. Merci, c'est sympa. Vraiment, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à me… Bon, si c'est positif, moi je suis content. Il est 58, ça veut dire que j'ai déjà placé un premier jeton. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille, sur lesquels on réfléchit, sur lesquels on veut avancer dans les prochains mois, les prochaines années. Et on pense que c'est l'avenir. Et ce qui permet aussi, par exemple, Sophie, d'imaginer que, alors ça ne va pas vous remplacer, mais que potentiellement, dans certaines questions, s'il y a beaucoup de gens qui font de l'accueil… non, je sais pas. Non, j'ai pas d'exemple. Je vais pas me mouiller là-dessus, mais on pourrait imaginer qu'il y a des éléments qui fassent penser que des sujets chiens pourraient intéresser le pro. S'il coche, par exemple, oui, dog friendly, ben, qu'à partir de là, l'IA dise, ah bah tiens, s'il a répondu ça, puis que c'est un restaurant, peut-être qu'il a tel et tel critère qui pourrait être proposé, et on pourrait comme ça aider le pro à se qualifier lui-même, et après, il y aurait un contrôle fait par les experts d'Emmène ton chien pour sécuriser les informations déclarées. Je sais pas, c'est un sujet d'ouverture. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la suggestion descriptive grâce à l'IA. Et ça reprend exactement ce qu'on s'est dit avant. C'est-à-dire que nous, on a fait, je pense, à peu près ce qu'a fait Élise. Je pense qu'Élise, toi, pour l'IA, tu as pris ChatGPT dans un coin, puis tu lui as fait un copier-coller peut-être des descriptifs d'activités qu'elle t'avait donné. Tu as fait, tiens, ben voilà, moi j'ai un pro, il fait telle activité, voici les descriptifs, est-ce que tu peux m'en faire une synthèse? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Je lui ai dit: «Écris-moi, 3 phrases avec, sur cette personne avec les mots-clés suivants». Ah, ok. Encore une façon différente de le faire. Hyper intéressant. Il faut absolument que tu… en plus, on n'habite pas loin, on vous voit depuis Grenoble, donc il va falloir les montagnes, on va se rencontrer en bas de vallée. Nous, en fait, c'est hyper intéressant. Je le note dans un coin. Nous, on a fait un peu différemment. On a pioché, on a vu qu'on a la capacité d'accéder à tous les éléments dans Apidae. On a utilisé ça pour définir le contexte. Ensuite, dans la configuration, l'idée, c'est de pouvoir lui donner un ton. Est-ce qu'il faut donner un ton sympathique, un ton plutôt un peu une stratégie de marque? D'ailleurs, c'est ce qu'avait, je crois que c'est Thion, Pauline, qui a fait ça, qui a utilisé, qui a dit à son IA en contexte, bah, tiens, moi, je parle plutôt comme ça, c'est comme ça ma façon de parler. Donc, ça, c'est des choses qu'on envisage d'intégrer dans la configuration en amont pour que quand vous génériez des descriptifs pour un pro, ça soit dans la façon de s'exprimer de l'Office du tourisme. Et avec tous ces éléments de contexte qui ont été qualifiés en amont, on va pouvoir générer, vous voyez, soit un descriptif court, soit un descriptif long. Un des enjeux qu'on a ici, c'est qu'il faut aussi pouvoir respecter le nombre de caractères. C'est très difficile, vous le verrez, je crois que vous l'avez constaté, de lui demander que 250 caractères. Donc nous, on a mis en place des mécaniques pour pouvoir le limiter dans le volume de caractères qui sort pour que ça rentre dans les prérequis de Tourinsoft ou de Apidae. Donc à quoi ça peut ressembler une fois que c'est fait? En description courte, c'est pas la plus parlante, mais en description longue, vous voyez, à Rochefort, qui est un de nos clients, le professionnel a juste écrit restauration rapide, sandwicherie, pâtisserie, glace. Eh bien, si dans son questionnaire, il clique sur générer un descriptif, il va avoir un excellent descriptif qui va être proposé où c'est écrit, voilà, bienvenue à Rochefort, vous pouvez découvrir un charmant restaurant, le charmant restaurant au croissant chaud, situé en plein cœur de la ville. Cet établissement vous propose une cuisine traditionnelle française de qualité. Là, je pense que vous qui connaissez le référentiel, vous savez que c'est des éléments de référentiel qui font partie de Apidae et qui, pour le coup, ont été utilisés par l'IA pour générer un contenu sans faire d'hallucination. Et vous voyez le résultat qui est ici. L'avantage et la particularité ici, c'est que plutôt que ce soit vous qui le génériez, c'est directement le professionnel qui va pouvoir le générer et pouvoir le modifier. Donc, Élise, là, tu n'aurais même pas eu besoin de revenir voir la personne. Elle aurait pu directement modifier les contenus ici après avoir généré le descriptif et l'insérer directement dans sa base de données Apidae. Je me fais juste, je vois Guénel qui part, bonne continuation. Juste un point de vigilance, j'ai passé sous silence cette partie-là, je me rends compte maintenant, mais l'IA que vous utilisez gratuitement de ChatGPT via les prompts, aujourd'hui, utilise vos données pour apprendre son modèle. C'est-à-dire que quand vous balancez tout ce que vous avez dans votre SIT dans des prompts comme ça, attention, vous perdez la propriété de vos données.
il y a un sujet énorme sur la propriété des données. Et donc, faut avoir aussi, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais il y a tout un sujet autour de est-ce que j'accepte que quand j'utilise ces IA, je leur cède la propriété de tout l'effort que j'ai fait pour qualifier cette donnée structurée et je la donne à OpenAI. Vous voyez, nous, par exemple, quand on utilise les API des différentes IA génératives, dans nos contrats payants, pour ça qu'on paye, on a bien la sécurité que les informations que l'on divulgue à notre partenaire qui fait de l'IA générative, ça, c'est des choses qu'on ne fait pas en interne, hein. On exploite comme vous des IA comme ChatGPT, on s'assure qu'ils ne puissent pas réutiliser les contenus pour faire apprendre leur IA. Donc, il y a tout un sujet autour de ça aussi qui est un point de vigilance que j'ai oublié de préciser en amont. Donc, voilà pour la partie IA générative. Et il est 11h03. Je ne vais pas trop déborder. Je vais du coup, avant de faire le sujet d'ouverture, vous parler du coup de comment poursuivre l'aventure avec nous autour de ces sujets d'IA et comment vous aussi l'utiliser à bon escient et en tirer les meilleurs bénéfices dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, si vous aussi voulez améliorer la qualité de vos descriptifs, le faire avec vos pros, les aider à mieux se vendre et suggérer toujours de nouvelles idées pour mieux décrire vos entreprises touristiques, ce qu'on peut vous proposer, c'est de rejoindre notre programme bêta-testeur qui est limité volontairement à 10 offices de tourisme participants. Si il y a d'autres acteurs qui ne sont pas des offices du tourisme, Sophie, tu veux participer, forcément on trouvera une petite place dans ce programme. Il faut se manifester avant le 15 septembre. Vous pouvez m'adresser un mail directement à decatala@usca.fr. C'est un programme qui va durer 12 mois, sur lequel il va y avoir des réunions à des rythmes plus ou moins réguliers. Dès lors que nous, on aura fait des avancées, qu'on récupérera vos retours, vous pourrez tester, bien entendu, le service de suggestion que je vous ai présenté précédemment directement dans les questionnaires que vous envoyez à vos pros. Si vous n'êtes pas encore client, venez me voir et on va discuter de comment vous pouvez le tester dans le programme bêta-testeur. On vous demande une participation de 400 € sur les 12 mois. Ça nous permet notamment de financer les fameux usages d'IA qui sont faits dans le cadre du bêta-test. Ça permet aussi de vous engager contractuellement avec nous et puis participer aussi à l'effort de guerre et de payer nos équipes qui travaillent avec vous pour monter ces nouveaux usages de l'IA. Donc voilà, c'est mon petit coup de publicité. Et n'hésitez pas à venir vers moi pour avoir plus d'infos sur ce programme bêta-testeur. C'est moi qui le dirige, donc j'organiserai les différentes réunions et ensuite ça sera fait en concertation avec le reste de l'équipe pour tout ce qui est développement et déploiement dans nos outils d'AE. Et voilà, c'est terminé pour ce replay sur l'IA dans l'univers de DAHUB. Je réponds à quelques questions qui m'ont été posées par des participants qui se sont inscrits depuis à la phase de test bêta-testeur. Vous pouvez être plusieurs personnes de l'Office de tourisme à participer aux différentes réunions. Et nous prévoyons entre 3 et 4 réunions sur les 12 mois d'à peu près 1 heure, ce qui correspondrait à un investissement temps de 3 à 4 heures minimum pour les participants à la phase bêta-testeur. Celles et ceux qui souhaitent s'investir plus, vous êtes les bienvenus, aucun problème. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Contactez-moi sur l'adresse mail decatala@usca.fr pour rejoindre l'aventure, et ce, avant la fin du mois d'août. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.